auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le Centre international des conférences Mahatma Gandhi a abrité un grand événement, une soirée culturelle dénommée Daran al-Adoumou. Un événement purement culturel qui promeut les valeurs et les cultures nigériennes, la paix et le renforcement de la cohésion sociale entre les fils et filles du Niger. Plusieurs spectacles ont été au rendez-vous, notamment l'intronisation de la Saraounia du concours de la beauté nigérienne. Là, Kane Abdurrahman et Abdelmoumoun Hamani pour le compte-rendu. La culture, c'est ce qui fait l'homme. Elle est le réseau de traditions, convictions et valeurs qui définissent l'identité collective d'une société. C'est consciente de ses impacts dans la promotion de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion de la richesse culturelle nigérienne que Madame Lamine Zara Abdraman a eu cette ingénieuse idée d'organiser ce grand événement dénommé Soirée culturelle Daran al-Adoumou, parrainé par la haute autorité à la consolidation de la paix. Cet événement purement culturel revêt d'une importance capitale dans la valorisation de la culture nigérienne en vue de consolider la paix pour un Niger émergent. L'objectif principal de cet événement est non seulement de faire découvrir au monde notre richesse culturelle dans sa diversité, mais aussi et surtout de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les différentes composantes de notre nation. L'un des moments forts de cette soirée sera certainement la cérémonie d'intronisation de la Saraounia al-Adoumou. Cette distinction honore la beauté et la diversité de nos cultures. Cette Saraounia, ambassadrice de nos valeurs, portera un message de paix, d'unité, tout en inspirant l'harmonie entre nos communautés. Pour rendre cette soirée mémorable, un programme riche et varié vous attend. Des danses traditionnelles, des prestations artistiques et bien plus, illustrant la vitalité et la richesse de notre patrimoine. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la haute autorité à la consolidation de la paix, parrain de cet événement, à la représentante de PAM pour sa présence et aussi à la représentante de PAM pour leur soutien inconditionnel. En prenant la parole, le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix a indiqué les motifs d'accompagnement de ce grand événement. C'est une véritable célébration de notre identité collective, de notre diversité et de notre patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, le Niger est un pays riche de ses multiples ethnies. Chacune apporte sa propre couleur, ses traditions et sa sagesse. Ce soir, nous avons l'opportunité de découvrir et de célébrer cette richesse
inestimable grâce à un concours de beauté qui réunit toutes les ethnies du pays. Ce concours n'est pas seulement une compétition, mais un hommage à nos origines et à la beauté qui réside dans notre diversité. Mesdames et messieurs, la HACP est fière d'apporter son soutien à un événement qui valorise la culture comme vecteur de cohésion sociale. Nous croyons fermement que la célébration de nos différences est le fondement d'une société harmonieuse. Cette soirée culturelle d'Aran Al-Adoumou est un spectacle inédit, marqué par un concours exceptionnel de la beauté de la femme nigérienne, en rassemblant toutes les ethnies nigériennes pour ce concours, notamment Zarma, Sorai, Kanouri, Touareg, Lepel, les Bororo, les Arabes, excepté les Hausa et Gourmanchi, qui ont simplement représenté leurs communautés respectives à travers des prestations culturelles. En outre, cet événement est rehaussé également par un défilé spectaculaire de différentes candidates, attendant ainsi le résultat final, un moment tant attendu pour l'intronisation de la cérémonie de ce concours. Et c'est Amina Idrissa enfin qui devient la gagnante de ce concours, représentante de l'ethnie Peul, avec plus de 28 000 votes sur la plateforme dédiée à ce concours. Elle reçoit à cet effet un chèque d'1 million de francs CFA et une bourse d'études offerte par la HECF d'un montant de 2 millions de francs CFA. Ami Idrissa a désormais la tâche d'être ambassadrice de la culture nigérienne et promotrice de la paix pour un Niger prospère et uni. Ce patrimoine que nous avons en Sirdosa, ce pilier culturel, ce socle culturel, ce temple culturel, cette chance qu'on croise à chaque. Le 1er février 2025, des éminents fidèles se sont mobilisés en grand pompe pour organiser un mauloud commémorant la naissance de Cheikh Ibrahim Ignace. Le stade municipal de Niamey a servi de cadre à cet événement annuel. Le compte rendu avec Al-Mustafa Salou. Le mouloud est une fête commémorative de la naissance du prophète et d'un cheikh. Le mouloud est un jour d'une extrême importance pour le musulman. C'est aussi un jour de réflexion, de célébration et de renouvellement de la foi, que ce soit par la prière, la charité et par les festivités culturelles. C'est dans cette optique qu'une cérémonie a été organisée au stade municipal de Niamey dans le but de commémorer la naissance du guide et cheikh Ibrahim Ignace. Un homme qui, de son vivant, a apporté sa pierre à l'édifice dans le but de la prospérité islamique. Cheikh Ibrahim Ignace est une figure pour le musulman qui a beaucoup contribué pour que rayonne l'islam en Afrique et au-delà même du continent. En guise de reconnaissance, ses éminents fidèles se sont mobilisés pour lui rendre tous les hommages dignes de lui. À cet effet, un fervent fidèle s'est engagé à expliquer le but de cet événement d'envergure et faire une biographie de Cheikh Ibrahim Ignace. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui, 1er février 2025, ici à Niamey, de vivifier cette nuit commémorative de la naissance de notre guide spirituel, Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Ignace. Comme vous le voyez, nous sommes ici à Niamey, au niveau du stade municipal. C'est la 7e fois que la communauté musulmane tidjane du Niger et au-delà se retrouve chaque année pour commémorer, en tout cas pour faire le Mauloud de Cheikh Ibrahim Ignace. Quand on dit Mauloud, c'est l'ensemble des œuvres de Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Ignace, l'ensemble de son apport à l'humanité et surtout à la communauté nationale. Rien que l'évocation du nom de Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Ignace, ça renvoie à l'unité nationale ici au Niger. Puisque vous voyez, toutes les grandes zaouïas, tous les foyers religieux, toutes les communautés religieuses se sont retrouvées ici, plus que jamais. Il n'y a que le nom de Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Ignace qui permet cela, qui nous a facilité cela. Donc, c'est pourquoi le comité d'organisation a choisi la thématique, à savoir la fraternité africaine dans l'action de Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Ignace. Rien que cette thématique
par cette thématique, on comprend que Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass, c'est quelqu'un qui a travaillé pour toute l'Afrique. Mais au Niger, plus particulièrement, on dirait que Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass était nigérien. Tellement les Nigériens le connaissent, tellement les Nigériens l'adorent, tellement les Nigériens ont bénéficié de sa baraka, de son aura, de sa grandeur, de sorte que son nom a été un catalyseur à la cohésion sociale au Niger. Son nom a constitué pour nous un ciment pour l'unité nationale. Le message que nous passons, c'est le fait d'exhorter la communauté musulmane à plus de cohésion, conformément aux enseignements de Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass. C'est quelqu'un qui a profondément aimé le peuple nigérien. C'est quelqu'un qui a lutté aux côtés des grands combattants panafricanistes tels que Nkrumah, Nasser, Jibo Bakari, etc. Il a combattu, même si c'est un peu à l'ombre, mais pour nous autres, ses fidèles, nous savons qu'il ne l'a pas fait à l'ombre, puisque les images sont là, les photos sont là, ses combats sont là, ses écrits sont là, qui montrent que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a lutté pour l'unité africaine, mais aussi pour l'unité de chaque pays, parce que c'est lui qui a dit l'Afrique aux Africains. C'est écrit noir sur blanc dans ses œuvres. Donc c'est quelqu'un dont l'œuvre, dont le travail pour le Niger est à lui seul un travail historique qui nous rend toute notre fierté. Dans la mesure où Cheikh l'Islam a parcouru le Niger de long en large, avant même les indépendances, pendant les années des indépendances, après les indépendances, Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass a beaucoup aimé le peuple nigérien, au point qu'il a laissé 2 de ses filles, à savoir notre maman, Maman Chota et Seida Hafsa, qui est mariée au niveau de Koussa, à Magaria. Donc ça traduit tout son amour à cette communauté qui vraiment en retour le lui rend assez bien. En témoigne tous ces grands rassemblements. En définitive, il est important de signaler que le Mouloud est une fête annuelle qui regroupe les musulmans de tous les contrées et que la naissance du Cheikh Ibrahim a été célébrée dans les conditions souhaitées et vivement pour. Autre aspect de ce journal, la grande mosquée de Niamey a été inondée ce samedi pour la communauté musulmane nigérienne présente pour un rassemblement national en vue de se rappeler des idéologies, des valeurs et convictions de la religion islamique. Le temps fort de cet événement avec Lawali Kane Abdraman et Ibrahim Kantama. L'islam a ses valeurs et surtout l'affirmation de notre identité islamique. Il réitère encore la demande des autorités pour poursuivre les invocations, poursuivre les cours dans l'ensemble du pays et de ne jamais renoncer à la mobilisation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Voilà le message qu'il m'a demandé de porter à tous les participants ici qui ont fait le déplacement et à l'ensemble du peuple nigérien. La religion islamique est la principale religion pratiquée par la communauté nigérienne avec un taux de 99% des musulmans. Alors, pour mieux transmettre les connaissances, les valeurs et convictions religieuses, l'association islamique Kitab wa Sunna n'a pas dérogé à sa tradition, où elle a organisé ce gigantesque rassemblement national des musulmans dénommé Ouazinkassa, réunissant des grands oulémas du Niger et du Nigeria. Et c'est la grande mosquée du Niamey qui a servi de cadre à ces grands rites, placés sous le thème principal, la défense de la patrie, un devoir de la citoyenneté. Un thème qui rime avec le nouvel élan des autorités nigériennes dans le cadre de la défense de la nation et la quête de la souveraineté totale. Cette rencontre, c'est le 46e prêche national que cette association Kitab wa Sunna a eu à organiser dans tous les pays, de Difa jusqu'à Tilaberi, d'Agadez jusqu'à Dosso. Elle a fait toutes les régions du Niger. Elle a eu à organiser des prêches
des prêches qu'on appelle pour collecter des fonds, faire des mosquées et des œuvres sociales. La particularité de ce thème, c'est le moment, c'est le contexte qui l'exige. Vous savez, notre pays il vient de subir des sanctions inutiles et injustes par la CEDEAO et même certains partenaires extérieurs. Donc c'est le contexte qui a exigé à ceux qu'on prenne ce thème-là pour qu'on sensibilise ou bien on informe nos frères musulmans de quoi il s'agit. C'est le seul outil qu'on a. Si ça se gâte, c'est tout le pays qui en pâtisse. Donc c'est pour cela qu'on a choisi ce thème-là, sensibiliser nos frères qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour qu'ils savent de quoi il s'agit, pourquoi ce thème-là. Et ce thème-là, il y a eu une formation des oulimans avant même l'arrivée de ces prêches. Après, il y a eu un congrès pour encore sensibiliser davantage sur le thème-là que vous venez de voir que l'association a choisi. Le message, c'est le message que le président a lancé dans son discours d'ouverture. C'est-à-dire le message, l'unité nationale entre tous les frères musulmans et savoir ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on attend. Et c'est un appel même du Premier ministre et même du président du CNSP pour qu'on soit soudés pour lutter contre les événements, pour lutter contre les fléaux qui sont aux alentours du Niger. Les ennemis du Niger sont un peu partout. Mais heureusement pour nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous. Nous implorons toujours Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des implorations, des prières, de kunut. C'est même ça que nous disons à 99 ou à 100% qui a sauvé le Niger par rapport aux menaces qui nous guettent un peu partout. Et ce n'est pas fini. On vient de commencer, c'est pour cela qu'on leur dit que la guerre n'est pas encore terminée. Plusieurs thématiques relatives à l'amour de la patrie et l'amour du prophète, paix et salut sur lui. Plusieurs invocations ont été dites pour qu'Allah le tout miséricordieux bénisse le Niger et son peuple et faire du Niger un havre de paix. Collectivité des commerçants occupant le boulevard Tanimou sur la voie du 100 mètres a tenu une déclaration hier dimanche 2 février 2025 dont la teneur suit. Suivez cet extrait. Le 16 janvier 2025, les autorités de la ville de Niamey nous ont envoyé une lettre concernant les occupants du boulevard Tanimoun sur la voie des 100 mètres que nous sommes. Après avoir reçu cette dernière, nous avons engagé une démarche vers les autorités en charge de la situation, où on a eu à faire un échange tête-à-tête avec l'administrateur délégué en personne, le colonel Boubacar Soumana Garanké, le patron de la ville de Niamey. En présence de son SG et de son chef de cabinet, à la date du 25 janvier 2025. Au cours de cette rencontre, nous avons demandé à l'administrateur délégué de nous accorder une dérogation pour mieux affronter la situation, chose que nous avons obtenue. Cependant, nous avons obtenu encore de la part de l'AD un éclaircissement sur la situation en question. À cet effet, il nous a expliqué qu'ils mettront en place une équipe avec les services en charge de l'énergie afin d'effectuer un déplacement pour voir les mesures nécessaires à prendre. En effet, nous avons beaucoup salué cet acte de sagesse et de professionnalisme de la part de l'administrateur délégué. Et nous avons pris l'engagement de respecter les mesures qui seront prises par les autorités. Nous profitons par la même occasion pour saluer les démarches engagées par les autorités régionales et aussi par les autorités de la ville pour le bien-être de tous. Enfin, on lance un appel à nos autorités, vu que nous sommes dans une démarche, dans une dynamique de refondation de notre cher pays, de continuer dans le sens d'écoute, des suggestions de leurs citoyens afin de défendre l'intérêt du Niger
et ceux de sa population. Suite de cette édition, la radio-télévision du Burkina Faso, la RTB, a diffusé le bulletin des forces de défense et de sécurité du Niger de fin janvier au 1er février 2025. Suivez plutôt. Lors d'une reconnaissance offensive menée par un détachement FDS de Bankilare en direction du village d'Engui, en passant par le hameau des Ac, soupçonné d'abriter des criminels, un bouclage suivi d'une fouille ciblée ont conduit à la saisie de 2 motos, d'un panneau solaire et de divers équipements servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans la zone de Makolondi, une autre unité militaire en mission a découvert un engin explosif improvisé. Une équipe du génie militaire est immédiatement intervenue pour le neutraliser en toute sécurité, sans incident. De plus, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans la zone de Tamou a découvert une cache à hauteur de Caritas contenant du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Dans la poursuite de leur mission, sur l'axe Tamou-Saï, les forces ont intercepté un véhicule à l'entrée ouest d'Ilafari transportant des bouteilles de gaz, un composant clé dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, sur la base de renseignement, une des unités en charge de la sécurisation des travaux du pipeline a intercepté un véhicule de marque Nissan au village de Garare, transportant 56 bidons de gasoil. Selon le conducteur, le carburant était destiné à ravitailler le réseau d'une société de téléphonie mobile du village de Kauchinkaba. Le suspect ainsi que le matériel saisi ont tous été transférés à la brigade territoriale de gendarmerie d'Ourafan pour les investigations appropriées. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, les forces de sécurité ont mené une mission de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux dans le secteur du Djado. Lors de cette intervention, une patrouille a été prise pour cible par des tirs de harcèlement provenant d'un individu embusqué. Face à cette attaque, nos hommes ont réagi avec rapidité et professionnalisme, contraignant l'assaillant à prendre la fuite. Dans sa précipitation, ce dernier a abandonné un véhicule signalé comme volé, ainsi qu'un fusil d'assaut AK-47 avec son chargeur. Ces éléments ont été immédiatement saisis par les forces engagées. Par ailleurs, plus au sud de la zone d'opération, 3 individus ayant tenté de s'opposer à l'action des forces de sécurité ont été interpellés. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, le jeudi 29 janvier 2025, des enlèvements ont eu lieu à Legam et Kinchandi, où une femme et un troupeau de gros ruminants ont été respectivement kidnappés. Alertés rapidement, les patrouilles de sécurité sont intervenues sans délai, permettant de secourir l'otage sain et sauve. De plus, l'ensemble du bétail a été retrouvé et restitué à ses propriétaires légitimes. La veille, les autorités militaires de Kablewa ont enregistré le ralliement d'un ex-combattant en fuite de la secte Boko Haram, illustrant la tendance progressive des anciens membres à abandonner les hostilités pour se rendre. Parlons à présent du nouveau passeport de l'Alliance des États du Sahel, où au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est le premier à être enrôlé à ce nouveau document. Africa News pour le reportage. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été le premier enrôlé qui par la suite a bénéficié de son nouveau passeport avec la mention AES. Cet événement intervient quelques jours après les mobilisations qui ont eu lieu au Burkina et au Niger, marquant les célébrations de l'an 1 du retrait effectif des 3 pays de l'organisation ouest-africaine CEDEAO. Dans les rues de la capitale, les habitants pensent que l'effectivité de ce passeport va permettre de mettre fin à la ruée des informations inexactes qui circulent sur cet espace. Généralement, ailleurs, on véhicule de mauvaises informations. On pense que ça ne va pas à l'AES, alors que le fait de voyager avec ça, ça confirme, ça montre que non, en fait, à l'AES, ce n'est pas ce qu'on diffuse comme des images négatives de l'AES. Il y a du bon aussi à l'AES. Et la preuve, on voyage, on va faire des business, voilà. Je me vois mal
être dans l'AES et continuer à utiliser un passeport CEDEAO. À la division de migration de la police dans la ville de Ouagadougou, la production des passeports a débuté et elle est effective depuis le début de semaine. Malgré cela, les inquiétudes des habitants demeurent tout de même quant aux changements qui pourraient s'opérer dans les pays de l'espace CEDEAO en leur endroit. Tu quittes le Burkina pour aller au Mali, tu dois payer. C'est-à-dire pour les étrangers, pareil pour le Niger. Maintenant, si on a un passeport commun, je pense que ça devient une famille. Peut-être les coûts là, je peux dire que ça pourrait changer. En tout cas, c'est notre souhait. Sinon, en dehors de ça, un passeport reste un passeport. D'autant plus qu'on a nos anciens passeports. On nous a dit, après l'expiration, on peut faire le nouveau passeport. Maintenant, si le passeport AES pourrait permettre d'aller dans un pays où avant, on prenait le visa, et maintenant, il n'y a plus de visa, là, ça peut être... un avantage pour nous. Pour l'heure, les habitants de la capitale espèrent que cette avancée permettra de transformer les vies, les économies et la géopolitique de l'espace après cet exit de la CEDEAO. En République démocratique du Congo, Kinshasa précisément, plusieurs ambassades ont été prises pour cible sur l'implication de certains pays dans l'agression du Rwanda et du M23 contre la RDC. TV5 Monde pour le reportage. Ces derniers jours à Kinshasa, plusieurs ambassades occidentales ont été prises pour cible pour dénoncer l'inaction internationale face à l'escalade militaire dans l'est de la RDC. Aux Nations Unies, Kinshasa demande des sanctions ciblées contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Pour autant, en Europe, la prise de Goma par les groupes rebelles n'a suscité qu'une vague de condamnations. Mais au-delà du déclaratif, aucune action concrète, ce que déplorent plusieurs élus de l'extrême droite. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? À l'extrême gauche. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Un silence qui, pour ce député, s'apparente à une complicité indirecte de la France pour les massacres commis dans le Nord Kivu. Dès lors où on a une coopération militaire à hauteur de 400 millions d'euros avec un pays qui est agresseur, la France ne peut pas avoir un accord, une coopération militaire avec ce pays. Et il va même plus loin et établit un parallèle avec la guerre au Proche-Orient. Aujourd'hui, quelqu'un viole les frontières de la RDC et on ne parle pas. Aujourd'hui, quelqu'un bafoue le droit international en Cisjordanie et on ne parle pas. Il y a un totem sur deux pays, sur le Rwanda, sur l'Israël. Ils violent le droit international et personne ne dit rien. Donc oui, il y a une similitude. Pourquoi un tel attentisme? Il faudrait notamment chercher du côté des liens noués depuis des années entre l'Europe et le Rwanda. Bruxelles doit par exemple financer Kigali pour lutter contre le djihadisme au Mozambique. Suspendre ces partenariats pour faire pression sur Paul Kagame ne fait pas l'unanimité parmi les 27. Et Paris particulièrement fait blocage selon ce spécialiste en raison d'un accord sur les matières premières. L'an dernier, il y a eu la signature d'un accord de partenariat pour l'exploitation des soi-disant ressources minières rwandaises. Or, tout le monde sait que ces ressources n'existent pas au Rwanda, elles viennent de l'est du Congo. Et donc la Commission européenne et la France sont extrêmement mal placées pour l'instant, d'un point de vue économique. À ce jour, la Commission européenne a seulement signalé qu'elle réexaminerait l'accord signé l'an dernier avec le Rwanda. Côté américain, la nouvelle administration Trump n'a pas annoncé de sanctions, mais a appelé fermement le Rwanda à retirer ses troupes. Enfin, pour clore cette édition consacrée exclusivement à la chronique de Alain Foucault qui répond aux merci réclamés par le président français Emmanuel Macron. Excellente suite des programmes sur Tambara. Au revoir. Merci Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Merci président Emmanuel Macron de nous avoir libérés d'un complexe séculaire, celui de la peur de la France et de l'Occident en général qui a tétanisé plusieurs générations d'Africains face aux injustices et à l'exploitation. Devant ces maïs. Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. C'est vrai, nous avons été ingrats.
Ingrats de n'avoir pas dit merci pour tous ces siècles d'esclavage au cours desquels nous avons été réduits en bêtes de somme. Merci pour cette mission civilisatrice qui nous a débarrassés de nos traditions, de nos croyances, de notre identité, de nos religions. Merci pour le partage à Berlin en 1885 de notre continent qui nous a si généreusement débarrassés de nos encombrantes richesses pour les rendre plus utiles à qui de droit, l'Occident. Merci pour cette colonisation qui a poursuivi le travail en faisant de nos territoires vos propriétés exploitées avec nos propres bras. Merci pour nos centaines de milliers de tirailleurs morts en relais de force pour défendre la métropole éternelle face aux Allemands en 1914 puis en 1940. Ces guerres nous ont permis de nous débarrasser des centaines de milliers d'hommes inutiles, encombrants, dont nous n'avions absolument pas besoin. Merci pour votre extraordinaire gratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont aidé à vous libérer du joug nazi et que vous avez froidement assassinés parce qu'ils avaient, à Tiaroy, où on les avait parqués, tout simplement eu l'outrecuidance de réclamer leur solde. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. À la vérité, lorsque j'ai écouté ceci il y a quelques jours, je me suis dit dans les premières minutes qu'il s'agissait probablement d'un montage, d'un fake fabriqué par des influenceurs ou des geeks. Puis après rapide vérification, je me suis dit qu'il valait finalement mieux prendre le temps de la sérénité pour y apporter une réponse sans passion, tant le morceau est gros, tant cette sortie, la énième, est inacceptable et qu'il devient urgent d'alerter l'opinion publique française de la dérive afin qu'elle mesure par elle-même l'ampleur du fossé qui se creuse avec l'Afrique depuis votre élection. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Waouh! Est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là? Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Une chose est certaine, cette sortie du président Macron n'aura laissé personne indifférent au sud du Sahara. Et ce n'est pas pour l'encenser, non. La critique est acerbe face à ce que, de façon presque consensuelle, les Africains considèrent comme du mépris, de l'arrogance et de l'ignorance. Pour ma part, je ne dirais pas ignorance parce que je pense qu'un président de la République, notamment d'une puissance comme la France, dispose de nombreux canaux et outils pour connaître la réalité historique. Et ainsi parler d'ingratitude est un sommet. Qui est l'ingrat? Celui qui pendant plus de 400 ans a traité les autres avec violence, mépris, leur niant même jusqu'à leur humanité? Ou celui qui pendant tout ce temps a subi cette agression sans pouvoir se défendre? Figurez-vous que nous étions persuadés que ce sont les autres qui nous demanderaient pardon. Avec un sentiment de honte, pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Des excuses du Vatican un peu tardives, plusieurs siècles après, et du bout des lèvres, que certains plus jeunes intellectuels contemporains n'ont même pas encore envisagé. Ils réclament des remerciements. Qui est l'ingrat dont le mal n'est pas transmissible à l'homme? Celui qui pendant 400 ans a pillé, s'est enrichi sur le dos de l'autre, ou bien celui qui s'est laissé faire? C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la
comité d'historiens que nous avons installé. Je crains que cela soit un peu léger pour estimer que cela compense la dette abyssale de la France et de l'Europe en général vis-à-vis du continent noir. Continent pour lequel l'Occident manifeste une ingratitude sans limite. Est-ce suffisant de passer l'éponge et oublier tout ce pillage et ces violences parce que quelques objets d'art dérobés pendant des siècles ont été remis à quelques nations arrangeantes? Ces objets, les moins symboliques, libérés par les musées, et quelques déclarations de bonnes intentions seraient-elles suffisantes pour effacer ce lourd passé d'esclavage? Je ne veux pas ici revenir sur la longue et insupportable traite négrière, qui est reconnue par tous comme la plus grande violence de toute notre ère. Je pense que même les révisionnistes et autres négationnistes de tout poil ont finalement reconnu cette réalité, cette violence faite par les Européens aux Noirs d'Afrique. Et pour rappeler le summum de l'ingratitude, le mépris de celle qui s'érige aujourd'hui en donneuse de leçons, figurez-vous qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros d'aujourd'hui. Rien pour les esclaves libérés, rien. Aujourd'hui, de grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni où la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Une base de données britannique de University College of London, nommée British Slave Ownership, a publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie, avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. Si les quelques objets cultuels rendus à l'Afrique ces dernières années viennent solder ce compte, alors reconnaissez qu'on est loin de l'équilibre, très loin. C'est presque ridicule. Et les entreprises qui ont bénéficié de cet esclavage enrichissent encore leur pays avec les fonds issus de cette traite négrière. Question de rappeler à ceux qui balaient d'un revers de la main ces revendications en les renvoyant au passé. Elles sont d'une criante actualité. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Parce que l'histoire de l'esclavage, nous devons la connaître, l'enseigner et en tirer toutes les leçons pour que l'exploitation des êtres humains puisse être combattue avec la plus grande énergie. Il serait temps de l'apprendre dans les écoles de France et de Navarre pour mettre un terme au déni. Et si vous n'en avez pas envie, laissez-nous apprendre à nos enfants, à notre jeunesse, l'histoire de cette tragédie, afin qu'elles ne puissent plus laisser cela leur arriver, afin qu'elles sachent la vérité, la vraie, pas celle des vainqueurs. Je ne veux pas revenir non plus longuement sur le partage et le pillage de l'Afrique par les colonisateurs qui ont saigné le continent et ses enfants pendant plusieurs siècles. Chacun a mesuré les conséquences, même si certains aujourd'hui, ministres dans le gouvernement de François Bayrou en France, estiment qu'elle a été, par certains côtés, positive. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, vous avez bien entendu. Et figurez-vous qu'il est ministre de l'Intérieur dans l'actuel gouvernement de France. C'est dire le chemin qui reste à parcourir pour soigner cette maladie des animaux non transmissibles à l'homme qu'est l'ingratitude. Les conséquences de la colonisation ne se gomment pas à coups d'opérations de com, non.
Elles se traitent dans le respect et l'écoute de l'autre. Je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. L'argument est à chaque fois le même, mais il me paraît très insuffisant, particulièrement infantilisant, puisque ces jeunes Africains, nés après la colonisation, leur histoire, leur vie, leur éducation, leur vécu, leur économie, plongent leurs racines dans les blessures du passé, dans le mal que l'on a fait et continue de faire à leur continent, et à eux-mêmes, et à leurs parents. Qu'elle soit née hier, ou aujourd'hui, ou pendant la colonisation, la jeunesse est le fruit de cette histoire. Et je pense que si l'on parle encore à juste titre de l'Holocauste, avec autant d'émotion, autant de gravité, la majorité des Juifs encore actifs sont nés après les camps de concentration allemands. Pourtant, leur vie reste fortement impactée par cette tragédie qui a eu lieu il y a 85 ans déjà. La colonisation ne s'est officiellement terminée qu'il y a une cinquantaine d'années et se poursuit sous d'autres formes. Il est donc logique de lui accorder la place qu'il faut, de lutter contre celle plus rampante qui continue sournoisement de piller l'Afrique. Ce n'est donc pas un lubie de pseudo-intellectuels en mal d'arguments, non. La colonisation, comme la traite négrière, reste présente dans la vie de tout Africain. Et le néocolonialisme n'est pas une vue de l'esprit, comme semble le penser la vraie classe intellectuelle française. Les pillages dans les mines de RDC, de Guinée, les contrats léonins d'Areva, l'ancêtre d'Orano, et bien d'autres qui ont cours sur le continent ont un impact direct sur la vie des citoyens. Les soutiens actifs à certains chefs d'État sur le continent contre leur peuple pour protéger les intérêts de l'ancienne métropole sont des réalités. Des réalités auxquelles vous-même, Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement de vous battre pour y mettre un terme. Il n'est pas raisonnable de demander à la jeunesse de faire une croix sur son passé, sur son histoire. Cette option apporte un préjudice inestimable à l'Afrique. De grâce, ne nous le demandez pas encore une fois. Les jeunes ont envie d'être connectés à leur histoire, à l'histoire de leur peuple, pour mieux se construire dans ce monde particulièrement violent et face à des civilisations dont la guerre est la principale forme d'expression. C'est de l'expérience du passé que l'on construit l'avenir. Faut-il passer l'éponge parce que pendant un mandat et demi, vous avez remis quelques reliques aux Africains à grands coups médiatiques? Non. Il va falloir vivre avec la réalité et l'affronter. Vous êtes peut-être né après la colonisation, mais vous bénéficiez des avantages de cette période. Emmanuel Macron, il a pensé qu'on allait prendre une ardoise magique comme les enfants. Vous savez, on allait tirer et puis il n'y avait plus rien. Mais l'ardoise magique, ça ne fonctionne pas. Il a dit replions, il a été au Burkina Faso en disant aux jeunes, replions les rétroviseurs, regardons devant, ne nous occupons pas du passé. Sauf que vous avez les Camerounais. Alors après, le Rwanda, il y a eu le rapport Rwanda, il y a un rapport sur l'Algérie. Sur la mémoire, et les gens ont envie de parler de cette période-là pour pouvoir passer à autre chose. Dites-vous que de nombreuses victimes directes de la colonisation sont encore vivantes et sont dans nos familles. Ceux qui ont été violentés, torturés par les colons. Ils ont eux aussi le droit de faire entendre leur son de cloche sans qu'on leur reproche de ressasser les démons du passé qu'il faut oublier. Donc vous avez subi la balançoire comme torture. Comme torture, la bénédiction d'eau. Quand on dit bénédiction d'eau, ça veut dire on vous amène dans un tonneau mis les piments, machin et le sel, machin, ainsi de suite. On vous prend la tête. Quand vous vous soulevez, vous entendez comment partout vous fait mal. Ou vous avalez, ou vous, ainsi de suite. J'ai fait tout ça à la chaîne, ça consomme. Tout ce que nous voulons en réalité, c'est que la France puisse reconnaître la responsabilité qui est la sienne par rapport au massacre des populations. Est-ce des pleurnichards s'ils évoquent des injustices et violences que certains continuent d'ailleurs en France de revendiquer? On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Rassurez-vous, les jeunes ne sont pas enfermés dans le passé. Ils se projettent aussi, surtout, vers l'avenir. Mais on ne peut pas leur dire n'importe quoi. Non, c'est fini. Le monde, ils le connaissent. Ils savent qu'ils sont au centre de toutes les convoitises. Ils veulent solder les comptes du passé. Rien ne se fera dans le monde sans l'Afrique. La fameuse transition énergétique dont tout le monde parle se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas. Et celui qui veut rester sur le continent devra changer de logiciel parce que la peur ou le doute n'habite pas cette jeunesse.
Cela n'aura échappé à personne que les dirigeants qui expriment aujourd'hui avec force et action leur colère, leur rejet, leur refus de continuer cette relation avec la France sont plus jeunes ou de la même génération que le président Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse du maréchal Mahamat Déby, du Tchad, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, d'Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, de Diomaye Faye, le président du Sénégal, ou du général Assimi Goïta du Mali. On est donc en face d'un changement de génération radical. Je crois qu'il se trompe d'époque. Les seuls dirigeants dans cette galaxie francophone qui semblent avoir gardé une sorte de dialogue avec Paris, qui semblent préserver leurs accords, sont les plus âgés, comme les présidents Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Paul Biya du Cameroun ou Patrice Talon du Bénin. Le reste réclame un autre type de relation basée sur le respect et l'égalité, le partenariat. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. C'est vrai. Mais je ne peux m'empêcher de réagir à cette réflexion. La France a perdu des soldats sur le terrain africain du Sahel. Une 50aine de familles endeuillées par les disparitions de leurs en mission. C'est beaucoup et on ne peut pas ne pas partager la douleur des familles. C'est triste et on s'incline devant leur douleur. Puisse leur sacrifice ne pas être vain. Mais il ne faut pas jouer à nous le rappeler régulièrement. Parce que la tristesse ne fait pas oublier la réalité des faits. Il s'agissait de soldats en mission. Une mission décidée par leur pays. Mission qu'ils ont acceptée dans le cadre de leur travail de militaire. En revanche, ils étaient 300 000 en 1914, enrôlés de force, sans formation militaire, à aller combattre contre un ennemi qu'ils ne connaissaient même pas et contre lequel ils n'avaient aucun grief. Cette dette de sang, elle s'est d'abord nouée dans la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, plus de 130 000 combattants de l'Afrique de l'Ouest et équatoriale française ont été engagés. La plupart n'étaient pas citoyens français. Ils avaient été, si je puis dire, convoqués, pour ne pas dire cherchés, là où ils vivaient, pour être emmenés sur les lieux de combat, loin, loin, très loin de leur village. Ces hommes se sont battus avec la même bravoure que les poilus français, essuyant les mêmes pertes, vivant le même enfer, auquel s'ajoutait la morsure du froid et la douleur du dépaysement. Vous aurez remarqué la gêne du président Hollande qui ne parvient pas à dire qu'ils ont été enrôlés de force. Il dit qu'on est allé les chercher, qu'on les a convoqués. Bref, à la fin de cette guerre qui nous avait été imposée, on a compté entre 60 et 100 000 morts africains sur le champ de bataille. Il est évident qu'il y en a eu beaucoup plus. Les rares survivants, le plus souvent blessés, ont été rendus à leurs familles sans remerciement, sans gratification, sans un quelconque merci. Quelques années plus tard, malgré cette ingratitude, ils étaient encore près d'1 million à aller de l'Afrique équatoriale française à l'Afrique occidentale française et du Maghreb, réunis sous une appellation méprisante qui illustrait déjà le peu de considération que l'on avait pour eux, tirailleurs sénégalais. Encore une fois, ils étaient, pour l'écrasante majorité, enrôlés une fois de plus par la force pour aller se battre dans l'enfer du Nord, en Allemagne, en Provence et dans de nombreux autres terrains de conflit, contre le même ennemi allemand qui leur était étranger, avec lequel ils n'avaient aucun contact ou aucun grief. Ils apprenaient en arrivant qu'ils venaient pour sauver la mère patrie des méchants nazis. C'est par centaines de milliers qu'ils y ont été massacrés. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, la France mobilise les troupes coloniales. En juin 1940, ce sont ainsi près de 65 000 tirailleurs sénégalais qui sont engagés dans les combats en métropole. Le 17 juin, le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il faut cesser le combat. Pourtant, à quelques kilomètres au nord de Lyon, les hommes du 25e régiment de tirailleurs sénégalais continuent à se battre sous les ordres de leur chef pour retarder l'ennemi et couvrir les arrières de l'armée des Alpes. Le 20 juin, à Chasselet, cernés de toutes parts, les tirailleurs s'engagent dans un dernier combat. Mais bientôt, à court de munitions, ils sont finalement capturés. Dans cette guerre où ils n'avaient rien à faire, ils ont payé le prix du sang. Les soldats africains furent de nouveau appelés lors du deuxième conflit mondial du siècle dernier.
Il y avait en juin 1940, en France, sur le sol français, près de 75 000 Africains qui étaient au front. La moitié furent faits prisonniers. Ils furent enfermés dans des camps en France. Je dis bien en France, car l'occupant nazi, dans sa folie raciste, se refusait à les détenir sur son sol. Et c'est au moment où la France sombrait que d'autres Africains restés sur le continent se levaient pour rejoindre le général de Gaulle. La France libre, mesdames et messieurs, fut aussi africaine. Il faudrait peut-être plus souvent le rappeler et l'enseigner pour éviter le type de discours que l'on nous sert. Loin des 52 que l'on déplore au Sahel, ils étaient plus de 300 000 à avoir payé cette liberté de leur vie. Et la mère patrie ne leur a même pas offert l'occasion d'entrer dans Paris au moment de la victoire. On en avait honte. C'est, je le pense, cela l'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Pire, ceux qui avaient survécu à cette boucherie, dans ce palabre des Blancs, ont été discrètement renvoyés chez eux. On les a parqués dans un camp dans la banlieue de Dakar, et lorsqu'ils ont eu le culot de réclamer leur maigre pécule, on les a froidement massacrés à Thiaroye. Les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Naturellement, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Historienne Armelle Mabon qui dit c'est pas 30 mais 300 tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France, qui ont été massacrés à Thiaroye, donc c'est pas rien. Et ça suffit pas. Non, ça suffit pas, parce que encore une fois, c'est le mémorial, tout passe sauf le passé. Ils ont manifesté sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tués lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis, c'est ça le mal. Ceux qui ont fait ça n'ont pas été punis. Aucune mémoire de ça et c'est terrible. C'est terrible qu'il n'y ait pas de mémoire des événements passés, qu'il n'y ait pas de cette transmission-là. Et d'une certaine manière, les massacrés de Thiaroye, s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, c'est comme si ils n'avaient pas existé. C'est quand même assez grave que l'armée française ait commis ce genre de choses, parce que ça prouve en fait que cet idéal de on libère les gens, on fait les choses parce que on veut rendre le monde meilleur et parce que on a une idéologie positive et noble derrière nous, ça prouve qu'en fait c'est pas le cas, puisque à la moindre contestation, on tue les gens. Quelle gratitude, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Pendant des dizaines d'années, les survivants qui ont participé au prix du sang à éviter à la France d'être allemande, la métropole s'est soigneusement employée à ne pas leur payer leur maigre pension. Je remarque que cela n'a fait l'objet d'aucune littérature digne de ce nom. Vous êtes employé systématiquement, avec la complicité de nombreux médias, à taire cette page sombre de l'histoire de la France, dont le président parle aujourd'hui d'ingratitude, maladie non transmissible à l'homme. Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la deuxième DB. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée, fut africaine grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. Peut-être devrait-on l'enseigner aux élèves et adultes de France et Navarre. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La diplomatie n'est manifestement plus ce qu'elle était. Question de génération probablement. C'est peut-être mieux ainsi. Les choses sont clairement exprimées et offrent l'opportunité de répondre sur le même temps. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali.
si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Ces propos du président Emmanuel Macron ont été très mal vécus et particulièrement critiqués tant dans les chancelleries africaines que dans les médias. Encore une maladresse. Au-delà du rôle joué par les tirailleurs africains dans la libération de la France dans les 2 guerres mondiales, qui de fait doivent lui rappeler qu'il est mal placé pour tenir ce type de propos, ils sont nombreux à faire remarquer que c'est un peu le pyromane pompier qui oublie le rôle central qu'il a joué dans le déclenchement de l'incendie. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus, mais c'est des armées organisées. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes aujourd'hui ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment, aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. C'est clair pour tous, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Le responsable du chaos dans le Sahel est la France. C'est pourquoi peu de jeunes et de cadres subsahariens acceptent ce discours qui consiste à dire que la France a volé au secours de toutes ces nations et qu'elle a sauvé ces pays. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. En effet, la France, et avec elle ses partenaires européens, n'ont fait que tenter d'éteindre le feu qu'elle y a allumé, et elles n'y sont pas arrivées. Ce n'est un secret pour personne. Pendant une dizaine d'années, malgré les moyens qu'elle y a mis avec ses partenaires de l'Union européenne, elle n'a pas réussi à stopper l'avancée des terroristes de tout poil qui se sont multipliés dans cette région à la faveur de la chute de la Libye avec son immense réserve d'armes. Elle doit donc être plus discrète lorsqu'elle parle de son rôle dans cette région. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.